Et bonjour tout le monde, et Claire est revenue aujourd'hui pour nous parler des biais de pouvoir. Des biais de pouvoir dans les organisations de manière générale. Ouais. Et dans les organisations opales aussi. Du coup. Parce que ça existe aussi. Parce que ça existe aussi. Bonjour à tous et bienvenue sur Open Opal. Ici c'est la chaîne où on réinvente la façon de travailler et moi je suis là avec d'autres pour vous aider à apprendre à faire des organisations sans chef, des organisations différentes au jour le jour, au quotidien, avec les exemples et la matière de ce que vous rencontrez dans la vraie vie. Alors Claire, pourquoi tu veux nous parler de ces histoires de biais de pouvoir? Qu'est-ce qu'il y a derrière pour toi? Qu'est-ce qui se joue? Pour moi, ce qui se joue, c'est de la systémique, quelque part. C'est de dire, l'Opal, c'est un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau système. Et en fait, si on arrive dans ce système avec toutes nos anciennes croyances, avec tout plein d'injonctions de comment le monde devrait être, comment il devrait fonctionner, comment les gens sont, ça biaise toute la machine. D'accord. Oui. Okay. Et donc l'idée, c'est d'essayer de mettre un peu de conscience là-dessus, de se poser quelques questions pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'à certains moments, ça coince. Par exemple, il y a des entreprises qui veulent faire de l'autogouvernance, dire chacun est autonome sur ses rôles. Et ça ne marche pas parce qu'ils se rendent compte que les employés n'arrivent pas à prendre cette autonomie et à se défaire du chef pour faire eux-mêmes. Ouais. Et donc on peut arriver en disant on ne comprend pas. Et c'est en général que dans le système, il y a quelque chose qui soit ne crée pas suffisamment de confiance, soit des chefs qui en fait sont pas tout à fait prêts à lâcher. Ouais. Et ça peut être des petits détails qui font que les employés ne se sentent pas légitimes. Ils n'ont pas le cadre de sécurité. D'accord, ok. Et donc, tu appelles ça des biais de pouvoir? Ça fait partie des éléments qui créent ça. C'est en fait on entend beaucoup parler, avec MeToo, avec tout plein de sujets, Black Lives Matter. Il y a tous ces sujets qui remontent de dire, mais en fait, on vit dans un monde d'inégalité, il y a des privilégiés, etc. Et on le voit comme un gros combat, une grosse bataille, mais en fait, c'est des petits détails du quotidien qui alimentent ce système ou qui contribuent à le dénouer. Et l'idée, c'est de sortir il y a le bien, il y a le mal, et de juste dire, ok, comment fonctionne le système aujourd'hui? Et comment est-ce que mon comportement contribue? Bien alimenter ce dysfonctionnement. Exactement. Ouais. Si, il y a dysfonctionnement. Ok. Et donc, du coup, comment tu t'y prends, toi, quand tu es appelé, par exemple, pour intervenir dans un collectif ou dans une organisation, quelle qu'elle soit, pour percevoir ces biais de pouvoir et mettre en place les bonnes actions pour que ça se dissipe? Ça vient assez naturellement en mettant les gens ensemble et juste en regardant les dynamiques de groupe. Ouais. Par exemple, j'avais fait un atelier dans une entreprise et à la fin, on était tous en cercle et tout le monde parlait. Et au bout d'un moment, il y a un phénomène qui s'est produit où c'était les 2-3 têtes pensantes, donc chef plus personnes expertes, qui commençaient à monopoliser la parole. Et les autres qui commençaient à s'effacer. Et donc ça, c'est des petits détails concrets. Donc moi à ce moment-là j'ai juste arrêté le cercle, tu vois, j'ai rien dit, j'ai arrêté le cercle et j'en ai parlé à une personne qui allait en parler à l'une de ces personnes qui est venue me voir, qui m'a dit je vois bien, comment je peux faire. Parce que je pense pas que les gens soient mauvais, je pense que les personnes qui sont privilégiées ou qui ont des formes de pouvoir, elles l'ont pas forcément désiré. Il y en a qui le cherchent activement, mais il y en a d'autres juste qui savent pas comment faire autrement et qui l'ont et qui sont là, moi je voudrais bien déléguer mais je sais pas faire. Et donc cette personne-là par exemple, je lui avais juste dit en fait toi, tu vas vite parce que tu comprends, parce que ceci, parce que cela. Et l'idée, c'est déjà de laisser de la place. Et parfois, juste en acceptant le silence, en acceptant de ne rien faire pendant un temps. Oh, ça fait peur. Ça fait très peur. Mais on se rend compte de la résilience du système. Ouais. Et souvent, on a ça. On a quoi? On a des middle management qui sont en burn-out parce qu'ils portent tout. Moi, je vois des patrons qui me disent, oui, mais je ne peux pas dire à mes employés la réalité financière ou ce qui se passe ou autre parce que sinon, ils ne vont pas tenir. Et ça crée des dissonances. C'est vraiment l'idée, les gens sont pas bêtes en fait. Ils sentent. Et c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à nommer ce qu'ils sentent que c'est pas là. Oui, ça, c'est sûr. Et l'instant où on crève l'abcès et on commence à dire voilà la réalité de ce qui se passe, oui, il y a des gens qui vont paniquer. Ça arrive, c'est normal. Mais il y en a aussi d'autres qui vont se révéler et qui n'ont pas pu le faire avant parce qu'on leur en a pas donné les moyens. Et du coup, comment tu gères ceux qui paniquent? Ceux qui paniquent, là, l'idée, c'est d'avoir des personnes qui sont en capacité de les accueillir. Ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans des systèmes qui souhaitent évoluer d'avoir des personnes un peu extérieures qui ne sont pas émotionnellement impliquées et qui peuvent arriver et qui peuvent prendre la personne qui panique. Ok, qu'est-ce qui panique? Et là, en utilisant notamment la communication non violente, comprendre quels sont les besoins de cette personne et comment est-ce qu'elle peut être soutenue dans ce qu'elle traverse. Des espèces de brigades de pompiers extérieurs qui interviennent quand il y a un feu qui s'allume. Exactement.
Waouh, super. Tu voulais nous dire autre chose au sujet des biais de pouvoir? On peut parler du consentement, par exemple. Du consentement. Ouais. C'est quoi le rapport déjà? Le consentement, c'est un peu... Est-ce que, pour moi, les biais de pouvoir, ils arrivent notamment quand les gens ne savent pas dire non. Ok. Donc, par exemple, il y a ton chef qui te demande quelque chose. Tu sens que c'est pas aligné. Mais si tu as été éduqué comme moi, on t'a dit qu'il ne faut pas désobéir au chef. Donc, tu fais. Si tu es un bon élève, parce que sinon, tu commences à faire un peu le cancre, à dévier, à pas faire tout à fait, à procrastiner. Et donc, il y a une énergie incroyable qui est perdue dans toutes ces luttes pour me sentir libre, juste parce qu'en face, la personne n'a pas su me le demander d'une manière où je puisse m'exprimer. Et donc, poser ces questions de qu'est-ce que c'est que le consentement, c'est aussi une manière de s'assurer que quand on fait quelque chose, les gens sont embarqués. Et donc, le consentement, il y a plusieurs éléments qui font qu'on peut vérifier le consentement. C'est déjà qu'il est éclairé. C'est-à-dire une personne ne peut pas consentir si elle n'a pas toutes les informations. Donc, si mon employé, je lui donne que la moitié des informations, il ne peut pas me donner une vraie réponse. Et ça va remonter à un moment, parce qu'il n'arrive pas à le faire, parce qu'il découvre des trucs, ça le met en colère au fur et à mesure, etc. Le consentement, c'est aussi quelque chose qui doit être enthousiaste. Un collègue qui dit genre, ok, pareil, il est possible qu'il y ait un peu des sabotages, ou du pas de temps, ou que ça traîne, ou que ça ne soit pas fait de la bonne qualité. Parce que la personne, c'était pas un vrai oui. Et si c'était pas un vrai oui, bah, peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire cette tâche? Si personne n'a envie de la faire, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça, en fait? Ou est-ce qu'on n'a pas besoin de recruter quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est qu'on n'a pas fait assez rêver les gens pour que cette tâche qui a l'air ingrate, en fait, ils arrivent à l'associer à plus grand qu'eux et qu'ils aient l'élan de le faire? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas l'élan de le faire? Là-dessus, je suis d'accord. Sur la troisième, je suis d'accord avec toi. Sur les deux autres... Oui, il y a des tâches qui parfois sont ingrates, mais si on a le rêve derrière et l'envie d'y aller, bah, en fait, ça passe tout seul. Oui, c'est le coup de je taille mes pierres pour la cathédrale. Ou... Exactement. Bien sûr. Et après, le troisième élément, c'est que le consentement doit pouvoir être révocable. C'est-à-dire que si, quand je dis « Ok, je vais faire quelque chose », derrière, je me rends compte que mon contexte a changé parce qu'il y a d'autres dossiers qui sont arrivés, parce qu'il s'est passé des choses et que je ne peux pas aller voir mon chef et dire « En fait, mon contexte, il a changé, je ne vais pas pouvoir le faire ». Dans ce cas, ce n'était pas du consentement. C'était un ordre qui était donné et il n'y avait pas de liberté et l'humain ne peut pas s'exprimer. Mais ça, on ne peut pas toujours le savoir à l'avance. Non, mais d'où l'intérêt que quand on vérifie le consentement de la personne, c'est de dire est-ce qu'à un moment, elle peut se rétracter? Est-ce qu'on peut accepter que les choses changent? Et que c'est pas parce qu'on a statué quelque chose à un instant T que ça va forcément se dérouler exactement comme ça. Ça, c'est ce qu'on perçoit de la personne qui nous fait de la demande, quoi. C'est la qualité du lien et la flexibilité de la personne qui... Waouh, super. Bon, génial. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je savais pas ces histoires de consentement éclairé, révocable et enthousiaste. Mais oui, et donc c'est avec enthousiasme que je close cette vidéo. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci. Mettez le pouce pour qu'on continue à exister, c'est vraiment important. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Salut.